Ouais, bonjour à tous, merci de venir, d'être si nombreux, de venir écouter. Comme toujours, vous ne savez pas trop qu'est-ce que c'est, parce que quand on parle de structure de corps, c'est vrai, de ci et là, ça peut être partout. Je pense qu'il y a trois choses qui peuvent être le plus important pour les structures de corps. Donc la première chose, c'est la table de matière. Donc la table de matière, vous savez très bien, les gens qui pratiquent les arts martiaux chinois, quel que soit interne, externe, vite fait qu'on est rentré dans des trucs chinois. Voilà, ils vont parler de Oléo de vent, ils parlent de Tantien, ils parlent de sous le pied, ils parlent de sous-jaillissant du pied. Et au niveau de la pomme, tout le monde dit c'est du Laogong. Donc il y a un langage chinois qui n'est absolument pas traduit correctement. Par exemple, c'est possible que quelqu'un me demande, oui, en fait, quand je fais du Qigong, il faut les doigts qui roulent, il faut appuyer sur le Laogong. Est-ce qu'il y a un effet? Déjà, première chose, Laogong, ça veut dire quoi? La traduction s'appelle palais du travail. Ça fait quoi réel? Ça ne fait pas grand-chose, c'est une traduction, on essaie de rentrer dans un univers, on comprend un peu, on ne comprend pas trop. Du coup, je pense que dans ce milieu-là, il y a beaucoup de langage, on reste en flou. Donc moi-même, autant une chinoise qui porte certains bagages chinois qui arrivent en France pour transmettre cette savoir, cette pratique, c'est très embêtant pour moi. Je suis très gênée pour, quand je donne des cours, de dire Laogong et Tantien, même parler de respiration. Tout ça, c'est assez gênant parce qu'en Chine, on travaille pas comme ça. Mais je ne peux pas non plus de ne pas dire. Donc si je me transporte cette incompréhension à la manière française, c'est pire parce que du coup, je suis ni chinois ni français. Donc c'est raté tout le temps, dès le début. Donc depuis très longtemps, là, que je souhaite avoir une explication plus concrète, peut-être je convertis, je me suis dit, je convertis en français. J'ai besoin d'avoir des explications plus logiques, plus compréhensibles, plus palpables. Donc du coup, je cherche voilà, toujours vers où je peux comprendre cette fonctionnement de corps, ces structures de corps. Là, vous avez vu, pendant une semaine, on a la chance de toucher différentes pratiques, en sachant que chaque prof, quand vous pratiquez avec eux, on vous demande des structures de corps différentes. Enfin, la position de corps différente, mais bien sûr, il y a une certaine structure précise à l'intérieur. Et ça mérite sans doute des personnes qui connaissent le corps une autre manière que des Chinois qui expliquent ça. Donc c'est ça, j'invite. Du coup, j'invite Greg Huon, qui est ostéopathe, qui naît ostéopathe, le meilleur de Brest. Du Finistère. Voilà. Qui a pratiqué les arts martiaux depuis très longtemps. Très simple après. Et après aussi notre côté, on a le soin scientifique qui explique aussi un autre langage, une autre manière, sciences biologiques ou mathématiques ou informatiques. Donc on a une fameuse mathématicienne, informaticienne de Brest, l'université Bretagne, professeure Alexandra Franville, qui explique une autre partie. Et ce que nous souhaite, c'est cette petite conférence devient quelque chose de très vivant. Donc la présentation n'est pas trop loin, en espérant, parce que vous êtes des savants, il ne faut pas aller trop loin, on ne comprend plus, et après tout le monde s'entend. Donc arrivé un moment, et n'hésitez pas de poser les questions. Là, je vois, il y a des sportifs de haut niveau, je rêvais toujours justement partager cette part de théorie avec des sportifs de haut niveau. Des sportifs de Wushu de haut niveau, pour peut-être eux ils ont des questions aussi à poser. Pourquoi je m'installe comme ça, pourquoi je fais le mouvement comme ça, pourquoi je fais tout, mais pourquoi, parce que j'ai vu dans les images et comme ça, où il n'y a pas forcément d'explication.
Donc c'est possible aussi, je souhaite vous poser des questions pour essayer ensemble de donner une certaine réponse ample. Tu me passes la parole? Yes. Ouais. Bon. Donc je m'appelle Grégoire Huon, j'ai été kiné pendant 10 ans et je suis ostéopathe depuis 16 ans. J'ai fait du judo pendant 20 ans et je suis jumping à son école depuis 14 ans peut-être. 14 ans peut-être, hein. Ouais, 14 ans peut-être. Bon. Elle m'a demandé donc de parler de la structure du corps. Alors moi je suis parti sur une notion assez importante, c'est que notre corps est vivant. Vivant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il entretient en permanence un ensemble d'équilibre. On appelle ça l'homéostasie, le même état, homéostasie. Et cet équilibre vivant, il est perpétuellement entretenu, ce qui fait que nos corps sont beaucoup plus jeunes que nous. Ça a l'air bizarre un peu à dire, mais il y a un renouvellement cellulaire permanent. La muqueuse du nez, ça se compte en dizaines de minutes. Les os, ça se compte en plutôt dizaines de semaines. Mais assez rapidement, l'ensemble de nos cellules, alors il y a quelques particularités, par exemple la cornée ne se renouvelle pas. Certains noyaux du crâne, certains neurones du crâne ne se renouvellent pas, enfin du cerveau ne se renouvellent pas. Mais l'ensemble du corps se renouvelle d'une façon continue et permanente. C'est pour ça qu'on va parler tout à l'heure d'hormones de croissance. Et ça ne s'arrête pas quand on a fini de croisser, quoi. Quand on a fini de grandir, c'est pas la fin des hormones de croissance, c'est un langage qui va avec notre continuité. Et plus on grandit, plus on prend de l'expérience, plus on vieillit, plus notre corps va continuer à se renouveler en commettant des petites erreurs de temps en temps, ce qui fait que on arrive vers cette notion de vieillissement. Il y a un renouvellement cellulaire important. Une petite échelle, c'est pour vous montrer dans quelle échelle on parle. Nous, on est sur une notion d'un organisme vivant. Donc c'est plutôt la taille d'une bibliothèque, c'est quelque chose de très complexe, de très complet, où il y a plein de choses, où il y a plein d'organisations et plein d'interactions dans notre corps. Quand on descend un tout petit peu, on peut arriver vers le livre. Le livre, c'est plutôt la cellule, voire l'organe, mais les cellules sont spécialisées en fonction de chaque organe, donc on peut aller vers la cellule. Et puis on peut descendre vers le chapitre qui est plutôt de l'ordre de la grosse molécule, quelque chose de bien connu et de un peu plus structuré, et vers la molécule un peu plus petite qui a peut-être des fonctions différentes. Et puis là on sort un tout petit peu de, on va dire, la biologie pour rentrer dans la physique en allant vers les atomes et vers les particules élémentaires qui vont être juste des mots ou des lettres qui, sortis de leur contexte, parfois... Ouais, je ne vais pas vous dire qu'elles ne veulent pas dire grand-chose, mais c'est plus intéressant quand elles sont dans la globalité. Alors, j'avais un autre truc sur ce... Oui, en le faisant, je me suis rendu compte qu'il manquait une échelle, c'est l'échelle du temps, en fait, parce que là, on reste dans la notion de matière, mais on pourrait aussi décliner cette analogie avec la notion de temps. La matière, comme je le disais, le renouvellement cellulaire, il se fait sur un petit temps ou sur un temps un peu plus long ou sur un temps beaucoup plus long en fonction de la nature de notre corps et de notre matière. Je vais vous parler principalement du tissu conjonctif. Alors, j'avais prévu de mettre un petit bout d'un petit film qui s'appelle Promenade sous la peau. Je vous le recommande vraiment tous, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. C'est un petit film qui a été fait par un chirurgien plasticien qui s'appelle Guimberteau, G-U-I-M-B-E-R-T-E-A-U. Ça commence à être un peu vieux, enfin, ça date de 2006-2008, je crois, quelque chose comme ça. Il a de très belle moustache, le chirurgien plasticien. Ce chirurgien plasticien, il a vu comme moi, il a vu l'apparition de la fibre optique. C'est quelqu'un qui s'est dit, quand j'ouvre les gens, quand je dissèque, ce que j'ai sous les yeux n'est pas ce qu'il y a dans mes livres. Ce qu'il y a dans mes livres, on m'a présenté les choses d'une façon mécaniste, en disant qu'il y avait des gaines, qu'il y avait des tendons, et en les séparant, en disant que c'était des structures qui étaient différentes. Et lui, quand il l'ouvre, il dit c'est pas vraiment différent en fait. Je vois des similitudes, je vois des choses qui y ressemblent, mais je suis pas très objectif parce que comme je l'ouvre, je change un petit peu le milieu que j'observe. Une fois que c'est ouvert, c'est pas comme si c'est pas ouvert. Donc il a fait des petits trous et il a passé des fibres optiques pour aller voir comment se comporte le tissu conjonctif, tous ces produits-là qu'on appelle tendons, fascia, aponévrose, qu'on appelle ligaments, ce sont tous des tissus de même nature, qu'on appelle donc le tissu conjonctif, qui est composé de différentes choses dont vous parlera beaucoup mieux Alexandra. Tous ces tissus-là sont continus, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. C'est-à-dire qu'il faut imaginer notre corps
comme une énorme toile d'araignée en 3 dimensions. Pour ceux qui n'aiment pas les araignées, je suis désolé. Donc, je connais. Tu connais? Ouais. Comme une énorme toile d'araignée en 3 dimensions. Cette énorme toile d'araignée en 3 dimensions, en fonction des lignes de force, si je demande plus d'efforts dans un sens, ben cette araignée en 3 dimensions, cette toile pardon, en 3 dimensions, elle va se renforcer dans ce sens-là parce que je lui demande plus. On est vivant, donc en fonction de ce que notre corps ressent, perçoit, eh bien, il va se construire un petit peu plus dans ce sens-là. Ce qui a amené en soins des techniques de soins qu'on appelle des étirements neuroméningés, des étirements des chaînes musculaires, des choses comme ça, parce qu'il y a des continuités de muscles et de fascia qui sont schématiquement, comment on va dire ça, construits par notre mécanique. C'est notre mécanique qui fait que plus j'appuie à tel endroit, plus je force sur mon genou, plus le ligament croisé extérieur qui est un petit peu penché vers l'avant, bah, il va être penché vers l'avant parce qu'il y a une différence de rotation de mon genou, donc il a besoin de ça pour tenir en fait. C'est le fait que je fais, que je suis en action qui construit ma mécanique. Et comme je suis en perpétuel renouvellement, c'est quelque chose de continu toute la vie. Je vais vous faire travailler un tout petit peu. Ouais. Vous allez faire en sorte qu'il y ait personne, que vous puissiez tendre le bras sur le côté. Voilà. Le bras que vous voulez, le côté que vous voulez, voilà. Donc, pour l'instant, on garde le bras le long du corps, mais vous vous êtes arrangé pour avoir de la place. Voilà. On a la tête droite, on est assis bien sur ses fesses et on érige son dos. Il y a des muscles qu'on appelle les érecteurs du rachis et on se tient bien droit. Ouais. Une fois que vous êtes bien droit, vous pouvez relâcher vos bras pour l'instant. Un seul bras, vous pouvez relâcher. On penche la tête d'un côté. Vous penchez la tête du côté que vous voulez. D'accord? Une fois que vous êtes comme ça, vous descendez l'épaule de ce côté-là. Vous faites en sorte que cette épaule soit lourde et qu'elle descende. Ouais. Ensuite, vous levez ce bras. Voilà. Votre main est indifférente. Là, votre coude n'est pas vraiment tendu. Hein. Ensuite, avec le bout de vos doigts, vous allez chercher le plus loin possible avec, pas celui-là, excusez-moi, avec le bout de vos doigts de la main tendue. Vous allez chercher le plus loin possible là-bas. Vous ouvrez grand votre main. Voilà. Vous faites une extension de votre poignet. Voilà. Et vous allez faire une rotation de votre poignet. Voilà. Ok, une fois que vous êtes comme ça, en fait, eh ben vous allez relâcher la tête, vous allez la relever. Alors, qu'est-ce que vous ressentez quand vous faites ça? Est-ce que votre main est plus tendue quand la tête est comme ça? Ou bien est-ce que votre main est dans la même tension quand la tête est relevée? Est-ce que vous voyez une différence quand vous avez... Elle est plus tendue. Donc, il n'y a pas de muscle qui part de la base de votre crâne et qui va jusqu'au bout de vos doigts. Par contre, il y a énormément de fascia, énormément d'aponévrose, énormément de tension. Et donc, les étirements et tout le travail qui sont polyarticulaires, eh ben, ils passent par ces zones de résistance. Et ça, c'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce que si on transpose au wushu, eh ben, quasiment tout est polyarticulaire. Voilà. On travaille avec l'ensemble du corps dans la globalité, donc la notion de fascia est vraiment fondamentale sur l'ensemble du corps dans la globalité. Alors, je voulais juste vous montrer un petit truc, c'est que ce que vous voyez en brillant sur la photo ici, ce que vous voyez en brillant ici, c'est de la flotte. Je passe ma vie à dire aux gens de boire de l'eau, en fait. L'eau, pourquoi? Pour les reins, pour la vessie, super, très bien, ça sert à ça, il n'y a pas de souci. Par contre, pour entretenir tout ce tissu conjonctif, donc continue de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Ici, ils ont quand même mis quelque chose qui ressemble à un tendon, mais ça reste continu, c'est-à-dire que le tissu conjonctif qui est au milieu de mon os, il est contactable au bout de ma peau, en fait. C'est-à-dire quand je touche ma peau, le tissu conjonctif, c'est le même qui est au fond de mon os. Ce n'est pas des choses qui sont séparées. Il y a des plans de glissement. Dans ces plans de glissement, les tissus conjonctifs sont plus souples, parce que, par exemple, le plan de glissement sur le dessus de ma peau, je peux faire bouger ma peau. Voilà. Mais pour autant, il y a une continuité de tout ça. Voilà. Et tous ces tissus conjonctifs, quand vous les regardez au microscope, quand vous regardez ce petit film qui s'appelle La promenade sous la peau, il y a de la flotte partout là-dedans. Ça glisse de tous les côtés, il y a des billes d'eau. Et quand il n'y a plus d'eau, ça s'échauffe, ça se sèche, ça casse et ça fait des tendinites, des inflammations, ça fait de la pathologie. Typiquement, je suis un humain normal, je vis ma vie normale, je me lève le matin, j'ai une petite barre en bas du dos, mais je me dérouille un tout petit peu, au bout d'un petit quart d'heure, 20 minutes, je suis un peu plus chaud et ça va un petit peu mieux. Ça, c'est un premier signe de déshydratation. Ça, c'est un premier truc qui fait dire un verre d'eau par heure.
mets 1,5 litre en une fois, je vais l'uriner. Parce que mon corps, comme je vous le disais au tout début, il est vivant et il reste dans un équilibre qui s'appelle l'homéostasie. Il reste toujours, disons, admettons que j'ai 6 litres de flotte sur moi. Si j'en mets 1 litre, bah, il faut que j'en fasse sortir 1 litre, grosso modo, hein, avec la température, avec la chaleur, avec la transpiration, etc. Mais grosso modo, c'est ça. Si je lui propose un petit peu d'eau régulièrement, il va se réguler. Il y a de l'eau qu'il va utiliser, il y a de l'eau qu'il va faire sortir, et puis il y a une régulation qui va se faire. Ok? Donc de la flotte, c'est important. Donc, c'est ce que je vous disais, on est vivant et notre corps se construit et s'adapte en fonction de ce que l'on fait. Donc, si tous les jours je marche, j'aurai un corps de marcheur. Si tous les jours, magnifique, très bien. Si tous les jours je nage, j'aurai un corps de nageur. Si tous les jours je mange au resto ici, j'aurai un corps de mangeur. Voilà, on est d'accord. Si tous les jours je prends 3 mousses au chocolat, à un moment ou un autre, ça va se sentir. Alors, justement par rapport à l'alimentation, et là moi je suis vraiment pas spécialiste là-dedans, ça m'intéresse beaucoup, mais il me faudrait 3 vies. Notre corps se construit en permanence, les cellules se renouvellent en permanence. Avec quoi notre corps se construit et se renouvelle en permanence? Avec ce qu'on mange, avec ce qu'on récupère de la terre, ce côté yin dont on parlait, l'appui là, voilà. Et en fonction des briques que vous choisissez, bah, votre maison elle sera plus ou moins solide, plus ou moins pas solide, plus ou moins bancale, plus ou moins pas bancale, quoi, voilà. Et l'alimentation, c'est vraiment quelque chose de très individuel, parce que l'alimentation qui peut me correspondre à moi peut ne pas correspondre à Jumping parce qu'elle aime bien le piment, elle vient d'un endroit où c'est chaud, où il y a du feu, et l'alimentation qui correspondra à Alexandra correspondra plus à Alexandra qu'à moi, etc., etc. Donc il y a une notion vraiment d'individualité, et je vous invite chacun à aller chercher ce qui vous convient à vous. On a construit une société où le repas est un moment convivial, où on passe du temps ensemble. Pour autant, on mange exactement la même chose. Est-ce que c'est une bonne idée? C'est à discuter, quoi. Non, il faut prendre la cuisine chinoise. Ah, parce que la cuisine chinoise, vous avez vu, il y a plein de plats différents. Après, chacun prend ce qu'il veut. Tu vois, ce qui convient. Donc, voilà. Non, c'est elle qui le prépare, c'est pas moi. Donc, je reviens sur cette notion de votre corps est vivant, donc il doit s'adapter. Pour s'adapter, il a besoin de comprendre ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur, donc il est bourré de capteurs. Il y a des capteurs il y en a 1001 qui fonctionnent de 1001 façons, qui savent combien il y a de sucre dedans, combien il y a d'oxygène, quelle pression il y a dans les artères, qui savent au niveau de la peau si c'est étiré, si c'est frotté, si c'est pressé, si c'est chaud, si c'est froid. Plein de capteurs, dont des capteurs qui fonctionnent avec des réceptions qui sont très mécaniques, très physiques en fait. Et tous ces capteurs, alors je ne sais pas si j'avais mis ça sur la vidéo suivante, voilà. Tous ces capteurs, bah là j'ai mis un capteur, donc ce qui est écrit dessus, c'est en anglais, une langue qu'on ne connaît pas, plus des schémas qui sont... Mais pour vous montrer que ces capteurs, ça fonctionne comment? Il y a réception d'une information, l'information passe par du nerf et va monter jusqu'au cerveau, en passant par la moelle épinière, et de la moelle épinière au cerveau, il y a redescente d'une réaction. Ça, c'est une information qui est traitée d'une façon neuro. Et il y a 1001 autres informations qui sont traitées d'une autre façon, et Alexandra vous en parlera tout à l'heure. Mais pour vous montrer que toutes ces informations sont à l'origine de notre modification de corps. Donc plus je fais quelque chose, plus j'informe mon corps d'une façon particulière, bah, plus ce corps il a une capacité à changer et à se transformer. Ouais. D'où, voilà, il y a un proverbe africain qui dit que quand quelqu'un éternue, c'est vrai. Je prends, merci. Voilà. Donc il y a plein de types d'informations différentes, et en fonction des contraintes physiques, en fonction des contraintes chimiques, etc., ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est les contraintes physiques, bah, l'information transforme le corps. La diapo suivante. Donc on voit des jambes d'enfant, donc jambes de bébé qui apprend à marcher, qui doit être, en fait j'ai pas trouvé plus jeune parce que dans les photos qu'on cherche comme ça, ben, les bébés qui ne marchent pas, on les met pas en appui. Et donc je voulais des jambes de bébé parce que les jambes de bébé c'est très arqué en général. Quand vous suivez un tibia de bébé, ben, c'est arqué comme ça, donc c'est pas fait pour marcher. Plus l'enfant va marcher, plus il va vieillir, et plus sa jambe, elle va être, pour ceux qui voient pas, elle va être raide. Celui-là on peut discuter, hein. Il faudrait que je le voie, mais parce que plus la jambe va être raide parce que le capteur il reçoit, j'ai un appui au sol, donc il y a de la pression,
Donc il y a des profs de physique dans la salle, il y a une résistance qui vient du sol, qui va monter et qui va être reçue par mes récepteurs. Mes récepteurs disent ah bah là, plus ça va, plus il met sa contrainte comme ça. Et il le fait tous les jours. Donc à un moment, il faut qu'on lui mette la structure en face. Et l'échelle de temps dont je vous parlais tout à l'heure revient. Et bah avec du temps et les petites briques que j'ai mis dans mon corps, bah, hop, je construis un os qui est bien dans la direction et qui va dans le bon sens. Voilà. Donc plus le temps passe, plus tous ces capteurs donnent des informations, et donc plus les jambes se transforment pour devenir un marcheur. Voilà. Le dernier truc dont je voulais parler, c'est de la mécanique. Pas mal, hein? C'est de la mécanique. La mécanique, on va faire un autre petit exemple. On va tous lever un bras comme ça. Et là, on n'aura pas besoin de mettre de bas façon voisin. Donc, quand vous êtes comme ça et que vous pliez votre poignet, voilà, ici, c'est un peu plus tendu qu'ici. Ici, c'est relâché, en fait. Donc, le capteur qui est ici, il reçoit relâchement. Le capteur qui est ici, il reçoit tension. Si vous faites la même chose, la main fermée, en fait, et ben, quand vous pliez, vous sentez que c'est un peu plus tendu. Enfin, moi, je sens que c'est un peu plus tendu ici que là. Si vous faites, même, vous regardez l'angle de votre poignet, si vous le faites la main ouverte, vous allez plus loin. Vous voyez la différence? Donc mécaniquement, je donne une information complètement différente à ma main, à mon poignet, quand je lui propose des informations qui sont soit avec une seule articulation, on va simplifier parce qu'en fait dans le poignet il y a 8 os et c'est un vrai bordel, mais voilà, une seule articulation, ou bien plusieurs articulations parce que les muscles qui sont responsables de l'extension de mes mains, ils sont sur l'avant-bras. Voilà. Deuxième petit exercice, donc toujours la main comme ça. Donc on a vu quand on est en flexion-extension, je relâche ici, j'augmente ici. Voilà. Ça marche pareil pour ce qu'on appelle l'inclinaison. Hein. On fait comme ça, ça marche pareil. Donc quand je suis ici, ici je suis un peu plus relâché. Enfin là en l'occurrence je tends le muscle, mais ici je suis un peu plus détendu, tendu et détendu. La torsion mécaniquement, donc je vais aller comme ça. Et vous pouvez en plus ajouter le fait de lever un petit peu, d'avoir une volonté de lever, ou bien le fait de vouloir descendre un tout petit peu. Et quand vous êtes comme ça, vous allez essayer de fléchir le poignet. Ça va vachement moins loin. Hein. Donc ça va vachement moins loin, sauf chez les sauf chez les pros. Non mais voilà, quand vous avez une main libre comme ça, ou quand vous la mettez en torsion et que vous lui demandez de descendre, elle descend moins loin. Pourquoi elle descend moins loin? Parce que la 3 dimensions engage l'ensemble des fibres mécaniques, donc l'ensemble des récepteurs, et on arrive vers cette notion de spirale qui est assez riche en wushu et qui est très importante. La spirale, non seulement mécaniquement, est la plus sollicitante pour le corps, mais c'est aussi celle qui informe le plus le corps. Donc tout ce qui va être mis en spirale va être mis plus en compression et donc peut plus se libérer derrière que juste en flexion-extension. C'est ce que j'ai vu moi dans le travail en spirale, c'est ce genre de choses. Si je tourne sur moi en descendant, si je tourne sur moi en descendant en ayant un poids un peu plus important, le retour de force est beaucoup plus important parce que j'ai sollicité l'ensemble de mes articulations et l'ensemble de mes fibres. Et en plus, mon cerveau, il a appris que j'ai ressenti ça, comme je le ressens et comme je suis attentif à ce qui se passe où je suis, et derrière, je peux avoir un gain d'information plus important, donc mon corps se transforme d'une façon plus riche. Ouais. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. On va revenir sur la petite diapo, voilà celle-là. Donc Alexandra maintenant va vous parler, donc là on est resté dans cette notion ici, voire articulaire entre les deux, j'aurais pu rajouter organes et articulation. Alexandra va vous parler plus du côté cellules, molécules, molécules géantes et molécules. Voilà. Merci à vous pour votre écoute. Alors moi oui. Ouais, moi je suis pas toute seule, je travaille avec un biologiste, moi je suis que mathématicienne. Et on s'est croisés parce que nos intérêts étaient communs. Donc on est effectivement plutôt au niveau de la cellule, mais aussi au niveau de l'organisme complet. Et je vais vous raconter une histoire. Pas beaucoup qui dorment, hein, c'est bien. Donc là,
on est dans le tissu conjonctif en fait. C'est une image qui est faite en microscope à transmission. Et dans le tissu conjonctif, alors on se pose la question à quoi ça sert. Est-ce que c'est juste, comme le dit Grégoire, un truc qui est une grosse toile d'araignée qui ne sert pas à grand chose, ou est-ce que c'est vraiment autre chose? Et c'est cette histoire-là que je vais vous raconter. En fait, dans le tissu conjonctif, donc, il y a cette toile d'araignée. Mais dans cette toile d'araignée, il y a des cellules qu'on appelle des cellules de fibroblastes, qui sont partout dans le tissu conjonctif et qui se tiennent les unes aux autres. C'est-à-dire c'est des cellules qui sont très très longues, un peu comme des neurones, mais qui précèdent les neurones. C'est-à-dire dans l'évolution des corps biologiques, avant qu'on soit des êtres mouvants, il y avait des êtres qui étaient accrochés à la terre, un peu comme des éponges par exemple, qui bougent quasiment pas. Il n'y a pas de neurones dans les éponges. Par contre, dans les éponges, il y a du tissu conjonctif, il y a du tissu conjonctif qu'on voit croître, etc. Et à l'intérieur de ce tissu conjonctif, il y a ces cellules de fibroblastes qui ressemblent à des neurones, mais qui ne sont pas des neurones, et qui ont des longues pattes et qui s'accrochent à la patte du copain, comme ça. Et là où ça se touche, il y a des petits trous qui s'ouvrent plus ou moins et qui laissent plus ou moins passer des molécules. Donc le tissu conjonctif, c'est pas quelque chose d'inerte, c'est pas juste une toile d'araignée, il y a aussi des araignées dessus. Il y avait il y a quelqu'un historiquement, c'est que des araignées. C'est que des araignées. Lui fais pas ça, lui fais pas ça. Historiquement, en fait, ils pensaient, les chirurgiens, ils pensaient que c'était un tissu de comblement, que ça servait à rien, que la nature aimait pas le vide, alors que quand il n'y avait pas un os, un muscle, un truc comme ça, on mettait un truc c'était du tissu conjonctif. Et au fur et à mesure, on se rend compte que potentiellement, c'est un peu une protection mécanique. Et puis au fur et à mesure, on se rend compte que c'est beaucoup plus riche que ça et que c'est habité. Et par exemple, les méninges que vous avez normalement de la tête, qui eux ont des nerfs dedans. Quand vous avez mal à la tête, vous avez mal aux méninges. Et les méninges, non seulement sont autour de la tête, si vous regardez sur Wikipédia, ça va vous dire que ça entoure la tête et ça empêche de se faire mal quand on a un accident de moto, par exemple. Mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est bien plus compliqué que ça. Les méninges vont rentrer à l'intérieur du cerveau, encore à l'intérieur du cerveau et encore à l'intérieur du cerveau. Et tout le tissu de fibroblastes dans tout le corps, que ce soit au niveau de la tête, du cerveau, etc., mais partout, il n'y a jamais une cellule qui soit autre que de fibroblastes, c'est-à-dire une cellule de foie, une cellule de cerveau, un neurone, qui soit à plus de 5 cellules, l'épaisseur de 5 cellules, du tissu de fibroblastes. Vous prenez une orange, vous coupez l'orange en deux, vous regardez, il y a tout ce qui est orange, et il y a tout ce qui est blanc. Qu'est-ce qui fait la structure de l'orange? Est-ce que c'est l'orange ou est-ce que c'est le blanc? Qu'est-ce qui fait la structure du corps? Est-ce que c'est les cellules ou est-ce que c'est le tissu conjonctif et les fibroblastes? Donc qu'est-ce qu'on sait? Dans un corps, il y a des cellules souches. Pour construire un tissu, donc les petits bébés, ils sont où? Donc, je suis largement avant Greg qui tout à l'heure a montré un petit bébé qui commence à marcher. Moi, je suis à une cellule, par exemple. Les cellules commencent à se diviser. Et puis, petit à petit, ils vont construire le corps. Donc là, on est 9 mois avant la naissance. Pour pouvoir construire un corps, il faut que les cellules elles prolifèrent, elles migrent, elles se différencient, etc. Et ça, c'est très très mal compris. On comprend certaines choses au niveau génétique, mais le mécanisme de base de la morphogénèse, si quelqu'un vous dit qu'il a compris, c'est qu'il n'a pas compris, parce que je pense qu'il n'y a aucun chercheur qui comprend vraiment comment ça marche. Pourquoi, à tel moment, il y a une cellule qui décide de changer, de se différencier, de devenir une autre cellule. Et puis, dans la complexité de tout ce qui se construit, je veux dire, à aucun moment on a compris ce contrôle dans le temps et dans l'espace des cellules. Donc, on sait qu'il y a des cellules souches, on sait que partout où il y a des cellules souches, il y a du tissu conjonctif. Donc, il y a des cellules de tissu conjonctif. Donc ça, déjà on se pose la question, mais pourquoi est-ce qu'il y a des tissus, il y a du tissu conjonctif là où il y a des cellules souches? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Et que ces cellules souches,
c'est elles qui vont maintenir l'homéostasie dont tu parlais tout à l'heure. C'est elles qui vont permettre à un moment donné de renouveler les cellules de la muqueuse nasale toutes les 10 minutes. C'est elles qui vont permettre de renouveler l'intestin très régulièrement et de reconstruire l'intestin ou les cellules nasales, les muqueuses nasales à l'identique. C'est-à-dire que si on regarde un intestin, c'est un tube. Et dans le tube, il y a plein de petits tubes, plein de petits doigts à l'intérieur, extrêmement bien dessinés, hein, un peu comme une moquette. Et ce qui permet de récupérer la bouffe par ces petits doigts et de l'amener au sang. Et donc de nourrir l'organisme. Si ça ne marche pas, si cette forme on ne l'a pas, qui multiplie la possibilité d'amener les nutriments, ben, ça ne marche plus. Donc la forme de tous les organes doit se maintenir en permanence dans le temps, bien que toutes les cellules se modifient. On s'amuse à modéliser ça en 3D, impossible. On n'y arrive pas, on ne comprend pas comment ça marche. Et en fait, tout mon chemin, ça a été moi en tant que mathématicienne, j'ai voulu comprendre le lien entre dynamique cellulaire et forme et comment ça se maintenait. Et en discutant avec des biologistes, on se regardait, ils me parlaient de quelque chose, je leur parlais de quelque chose, et il y avait un monde entre nous. Et ils me disaient, ben oui, c'est stochastique, ça se fait un peu par hasard, on ne comprend pas bien. Tu mets des cellules dans une boîte de pétri, il n'y a aucune organisation, donc c'est pareil dans le corps. Et là, je disais, bon, je n'y crois pas, c'est pas possible. Il y a un système de contrôle, et en mathématiques, on voit bien ce que c'est un système de contrôle. On prend un avion, on veut le contrôler, eh ben, on a un accélérateur, un truc qui va comme ça, un truc qui va comme ça, et on arrive à contrôler un avion et on sait où il va. Ben, normalement, un groupe de cellules, un ensemble de cellules, on doit pouvoir faire la même chose. On doit pouvoir le contrôler de manière à savoir vers quelle forme arrive l'ensemble de cellules. Si on n'arrive pas à faire ça, il n'y a aucune raison qu'un œuf de poule, ça donne une poule, et un œuf de canard, ça donne un canard. Et nous, on devient humain. Et nous, on devient humain. Si on n'a pas ce contrôle 4D, c'est-à-dire dans le temps et dans l'espace de chaque cellule, mais je dis bien de chaque cellule, eh ben, on n'arrive pas à la forme qu'on veut. Et on ne peut pas maintenir la forme. C'est pas possible. Quand on voit la précision et les dessins des organes, des tissus, etc., ce maintien de la forme n'est pas possible. Mais non seulement la forme, mais la fonction. C'est-à-dire Bien que sûr. quand on y réfléchit, notre intestin, alors qu'il est en train de se reconstruire, de se renouveler, ben, il continue à bosser en fait, il continue à fonctionner. Notre cerveau, qui est en train de se renouveler, qui est en train de toutes les cellules se changent et se transforment. Pas toutes, il y en a certaines qui restent, mais on garde la mémoire, enfin pas toujours, hein, on ne se souvient pas toujours de tout. Hein. Mais quand on a mangé des baozi, par exemple, on sait ce que c'est, on aime ça et on se souvient qu'on a mangé des baozi. Ouais. Et heureusement qu'on ne retient pas tout. Heureusement qu'on ne retient pas tout. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que les cellules souches, elles prolifèrent, à un moment donné, elles vont se différencier, elles vont migrer, elles vont faire des tissus, les tissus vont faire l'organisme complet, et tout ça, c'est super contrôlé. Et comment est-ce que c'est contrôlé? Alors, jusqu'à présent, beaucoup de chercheurs pensaient que bon, on a les cellules, et puis dans l'organisme, on a plein de facteurs de croissance. Et les facteurs de croissance, c'est des protéines qui, lorsqu'elles rentrent en contact avec les cellules, vont dire ben, différencie-toi, migre, meurt, etc. Alors, on s'est rendu compte dans les années 80 que ça ne marchait pas aussi bien que ça, 1980. Et que pour pouvoir avoir ça, il fallait un petit truc qui fasse interface entre la cellule et le facteur de croissance, qui sont des héparins sulfates protéoglycanes. C'est des sucres un peu complexes. Et s'il n'y a pas ce sucre-là, c'est-à-dire si on enlève tous ces sucres dans un organisme en formation, il n'y a plus rien qui marche. Et on prend un œuf de poule, on lui met des héparatinas, donc on enlève tous ces sucres, ça ne fera jamais une poule. Ni un canard. Ni un canard, ni un humain, rien du tout. Ni quoi que ce soit. Donc c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire à tout développement à la vie en fait. Et donc tous ces facteurs de croissance, que ce soit des FGF, BMP, des cytokines, des chymokines, etc., c'est ce qui va permettre de contrôler, de croître, de diviser, etc. Mais qu'est-ce qui contrôle? C'est ces sucres. Et la question c'est comment est-ce qu'on contrôle? Donc en 2002 à peu près,
il y a Frédéric Mercier, qui est mon compagnon, qui a découvert des fractones dans la zone sous-ventriculaire du cerveau. Et la zone sous-ventriculaire du cerveau, c'est là où il y a les cellules souches. Il n'y a pas d'autres cellules souches dans le cerveau qu'à cet endroit-là. Il s'est rendu compte qu'il y avait des lames basales, donc du tissu conjonctif qui sont juste derrière les lames basales. Il y a les cellules souches. Et ensuite, les cellules souches vont se différencier, migrer, faire des nouveaux neurones, etc. Donc, toute la zone neurogénique est construite comme ça. Il a découvert ça, il a trouvé ça super intéressant. Il a essayé de comprendre la fonction dans le cerveau, parce qu'il est neuro au départ. Et donc, son hypothèse, c'est que les fractones permettent le lien entre une population de cellules, parce que si on commence à dire que c'est chaque cellule qui est contrôlée, c'est pas mal le bordel. Par contre, si on arrive à faire toucher un paquet de cellules et contrôler un paquet de cellules, ça va être plus simple de contrôler la morphogénèse. Et donc, ces fractones, ce truc qu'il a appelé fractones, ce sont des amas des paransulfate-protéoglycanes, des amas de ces sucres-là, qui vont dire à un paquet de cellules quoi faire à quel moment. Là encore, si on enlève ces fractones, ça ne marche plus. Qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, ensuite, une fois qu'il a compris ça dans le cerveau, il s'est dit c'est super intéressant, est-ce que ça existe autre part? Donc il est allé voir dans quasiment tous les organismes vivants, enfin pas tous mais les plus importants, voir si ça marchait comme ça. Et ça marche comme ça dans quasiment tous les organismes vivants. Ce qui est intéressant, c'est que lors de la morphogénèse, dès le tout début de la morphogénèse, dès quasiment une cellule, on voit apparaître des fractones, on voit apparaître des lames basales, donc le tissu conjonctif, et il y a une coévolution du tissu conjonctif des cellules et des fractones. Donc c'est les trois qui permettent à l'organisme de se construire, au tissu conjonctif de le maintenir et de faire la forme et de maintenir la forme dans le temps. Donc là c'est une image d'un embryon. Donc ça c'est ce qu'on appelle le tissu nourricier et là c'est la première cellule pluripotente. Et autour de la première cellule pluripotente, vous voyez les premiers fractaux. Là, on est à l'inner cell mass, on a une centaine de cellules qui sont là, et les fractaux sont tous là, au niveau de l'inner cell mass. Oui. Vous pouvez expliquer la cellule souche et la cellule souche pluripotente? En fait, au début, ça commence à se diviser, en tout cas chez l'homme. Ça commence à se diviser. Dans un premier temps, c'est le tissu nourricier. Et à l'intérieur du tissu nourricier, il y a une cellule qui va créer le corps entier. Et c'est cette cellule-là qui s'allume. Et il y a a priori, il y a au moins 5 fractums qu'on voit dans ce plan-là. Normalement, c'est un plan en 3D. Et cette cellule-là va te donner l'inner cell mass derrière. Donc la cellule souche pluripotente, c'est la cellule de base qui permet de créer le reste. Et une cellule souche, c'est une cellule qui est pour l'instant pas très différenciée, qui attend une information pour qu'elle se différencie pour construire quelque chose. Alors, il y a des cellules souches qui sont déjà un peu différenciées. Okay. Dans ton cerveau, tu as des cellules souches, dans ton foie, tu as des cellules souches, tu as des cellules souches. Et c'est elles qui vont dire quoi faire à quel moment et où elles vont placer les trucs qui se sont défaits. Okay. Merci. Là, c'est un peu plus tard dans la morphogénèse, qu'est-ce qu'on voit? On voit en rouge, d'ailleurs c'était en vert, mais c'est en rouge, mais ça dépend des marqueurs, on voit les fractaux en rouge, et en vert, le tissu conjonctif qui est en train de se construire. Donc là, il va y avoir peut-être 1000 cellules, un truc comme ça, on est en 3D là encore. Et déjà, on commence à voir la coévolution du tissu conjonctif des cellules, qui sont encore très peu différenciées, mais qui le sont déjà a priori, et des fractones qui donnent de l'information. Alors, tu parlais de lames basales, c'est quoi les lames basales? les lames basales, c'est des tissus qui vont permettre de faire l'interface de communication entre les différents organes. Voilà. Et près des lames basales, il y a beaucoup de cellules souches en général. Parce que
c'est là que ça risque de poser des problèmes. Si on n'a pas un contrôle fort, grâce aux lames basales, hein, sans doute, moi j'avais fait des simulations et ce qui me posait problème, c'était toujours les frontières entre les tissus. Si tu n'as pas des lames basales, a priori, tu n'arrives pas à maintenir la forme. Donc, les lames basales, ce qui est intéressant, c'est, a priori, c'est des fractones, des petits points, qui sont tellement les uns à côté des autres que ça finit par faire un tissu. Parce que c'est exactement, chimiquement, c'est la même chose. Alors, on arrive vers un nouveau paradigme, là. Les fractones, donc, c'est ce qui capte et qui contrôle les cellules souches. En plus, le lien avec les gènes, c'est pas simple. On ne comprend pas bien, et puis pour l'instant, c'est pas la priorité, parce que les gènes, ça fait 70 ans que les gens travaillent dessus. L'évolution des thérapies, elle est très lente. Un glioblastome, c'était 16 mois de survie il y a 16 ans, ben c'est 16 mois de survie maintenant. Alzheimer, Parkinson, etc., on ne s'est pas soigné. Donc, on se met du côté de ces sucres. Alors, ces sucres, c'est des points dans la matrice extracellulaire qui contrôlent dans le temps et dans l'espace les cellules. Lorsqu'on se fait une coupure, on imagine bien que ce n'est pas génétique, c'est pas la manière dont la coupure va se réparer n'est pas inscrite dans nos gènes. Mais pourtant, les fractones, enfin, le tissu conjonctif va placer les fractones qu'il faut à l'endroit de la coupure pour pouvoir reconstruire. Si on coupe, ils n'y arrivent pas. Pourtant, chez certaines espèces, ils y arrivent à reconstruire. Voilà. Chez l'humain, on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que c'est trop. Et que le tissu conjonctif humain n'arrive plus à reconstruire le truc. Par contre, le foie, ça marche. Le foie, ouais, oui, le foie, ça marche. En tout cas, si tu te coupes la main, pour l'instant, en tout cas. Le foie, ça marche, mais pas complètement. Alors, pourquoi ça marche au bout d'un certain moment, mais pas lorsque la coupure est trop forte ou on n'y arrive pas, sans doute parce que le tissu conjonctif, voyant l'immensité du travail à faire, dit c'est bon, on arrête, on range, on répare à peu près, mais on s'arrête. On peut le mettre la fuite, quoi. Ah ouais. Mais par contre, le mécanisme, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le remettre, théoriquement. Et pendant une maladie, c'est-à-dire que le système, parce que c'est un système qui est dans tout le corps, hein, puisqu'on a des lames basales partout, on a des cellules souches partout, dans tout ce corps-là, ce système qui est dans le tissu conjonctif, va permettre de soigner, mais aussi la maladie. C'est-à-dire que la maladie peut utiliser ce système-là pour s'installer. Le cancer, les cellules cancéreuses, qui sont des cellules souches aussi, vont utiliser ce mécanisme-là. Il n'y a pas de raison que des cellules souches de foie utilisent le truc pour se multiplier, etc. Et que les cellules cancéreuses n'utilisent pas ce mécanisme-là pour faire son business. Donc l'idée, enfin la question qu'on dit, c'est il faut comprendre ce système-là. Il y a peut-être 5 chercheurs au monde qui ont compris qu'il y avait quelque chose et qu'il va falloir travailler dessus. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut imaginer le jour où on aura vraiment compris? Déjà, il y a un code des sucres. De la même manière qu'il y a un code de l'ADN, il y a un code des sucres. Et sans doute, il y a un aller-retour entre l'ADN et les sucres pour maintenir le tissu vivant. Le sucre va faire ce que l'ADN lui dit pendant la morphogénèse, évidemment, puisque pourquoi un œuf de canard donne un canard, c'est qu'il y a quand même l'ADN du canard dans la première cellule. Mais ce qui permet de construire l'organisme, ça va être ces sucres qui vont, grâce à l'ADN, contrôler le devenir des cellules souches. Donc il va falloir comprendre le code des sucres et l'interaction avec l'ADN. On est au tout début de ces recherches. Hein. Je vous dis, il doit y avoir 5-6 chercheurs dans le monde qui ont compris ça. Par contre, vous, en faisant du Qigong, pour moi, vous avez déjà commencé à comprendre ça, parce que plus le corps sera dénoué, plus le tissu conjonctif sera
détendu, plus les cellules du tissu conjonctif seront bien, plus elles cracheront les bons fractones, les bons sucres pour maintenir l'homéostasie. Donc c'est pour ça qu'on arrive à discuter ensemble, c'est qu'on voit bien qu'il y a un lien entre les thérapies manuelles, l'ostéopathie, les massages, le qigong, etc., pour maintenir le tissu conjonctif super bien. Par contre, quand la maladie s'installe, il va falloir aller chercher un peu les scientifiques pour aller essayer de comprendre tout ça et aider le système. Aider le système à retrouver son équilibre, à maintenir son équilibre, parce qu'on voit bien que lorsqu'il y a un truc qui est bien installé, une maladie qui est bien installée, c'est compliqué de revenir en arrière. Donc, tant qu'on est bien, il faut continuer à se bouger, à maintenir son tissu conjonctif, à faire des étirements, pour que lui soit apte à... Et quand il y a la maladie, il faut peut-être aller aider les chercheurs à construire ça. C'est compliqué pour les chercheurs parce que 98% de la recherche en France ou même dans le monde sont sur les thérapies géniques. On n'est pas dans les thérapies géniques, on est à côté. Et donc c'est un peu galère, on a du mal. Voilà. Donc on a créé une... Et surtout, ce qui est sympa, c'est qu'on va arrêter la dichotomie entre la médecine classique et la médecine alternative. À un moment donné, on va pouvoir réunir tout ça, avec les thérapies, etc. Parce qu'à un moment donné, les deux médecines vont pouvoir discuter ensemble. Les médecins vont dire allez faire des massages lorsque l'équilibre sera un peu défait. Les massages diront allez voir le médecin lorsque l'équilibre sera tellement déséquilibré qu'il faudra l'aider. Donc, ça revient à ce que disait Emmanuel ce matin. Emmanuel nous disait que dans la pensée occidentale, on essaye de prendre les choses dans le plus petit, dans le plus précis, d'essentialiser les choses, et que dans la pensée chinoise, on va plutôt regarder les choses dans leur relationnel. Et il se trouve que les choses les plus petites, parmi les plus petites, comme les fractones, comme ce genre de choses, sont en relation avec tout le reste. Donc on a une continuité là dans cette pensée-là sur cet aspect de globalité. Voilà. Alors, si vous voulez voir des fractones, ça c'est un copébot à qui on a coupé l'antenne et qui est en train de reconstruire sa antenne. Copépod. Un copépod, évidemment. C'est quoi un copépod? Un copépod, c'est une petite crevette minuscule qu'on voit à peine. Voilà. Donc ça, il est en train de construire son truc et donc il met les fractones. Je sais pas. Il y en a à Hawaï, ça j'en suis sûre. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y en a aussi même dans les plantes. C'est le même mécanisme, non? Non, des fractones. Des fractones. C'est le même mécanisme dans tous les organismes vivants. Et ça date, c'est bien avant tout le reste, quasiment. C'est vraiment au tout début. Et quand tu parles de sucre, tu parles pas tu parles pas de glucose classique. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas bouffer du sucre, ça sert à rien. C'est pas le sucre qu'on amène par notre alimentation qui va changer quelque chose? Non, c'est pas le sucre qu'on amène. Enfin, il faut du sucre. Parce que le sucre, c'est quand même essentiel à la construction. Parce que, en fait, nous, on n'est que chimie. Des pieds à la tête, on n'est que chimie. Donc, s'il n'y a pas de glucose, on est quand même dans la merde. Voilà. Donc il faut des sucres, il faut pas manger des sucres, les enfants. Non, il n'y a pas d'enfants. Mais il faut du sucre, c'est pas possible. Je veux dire, si on fait une alimentation, il y a des gens qui font des alimentations complètement sans sucre dans des cancers, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, parce que sinon on coupe toutes les cellules, il n'y a plus rien pour renouveler les cellules. Et les cellules, elles se renouvellent en permanence. Il faut le maintenir, ça. Ouais. Ensuite, ce qui est compliqué, si on revient à des choses qui sont un peu plus terre à terre pour nous, les sucres qui sont proposés d'une façon industrielle, c'est pas forcément les bons sucres qu'il faut utiliser. En fait, il y a sucre et sucre, quoi. Quand on entend sucre, on pense à sucrerie. Comme tous les gens qui ont bien rempli le questionnaire ont vu qu'il y avait une boîte de bonbons à la sortie du questionnaire pour avoir, voilà. On pense à ces sucres-là, mais en fait non, il y a d'autres sucres. Mais on pense aussi, tu sais, quand on fait la pratique de méditation, qigong, quand le corps est calme, il y a des salives sucrées, quelque chose de tout sucré qui monte. Est-ce qu'il y a une relation avec ces sucres? Bonne question, il faut chercher. Quand on fait de la méditation et qu'on a la langue au palais et qu'on a une salive particulière qui arrive là, et demander si c'était un sucre, on ne sait pas. Il faut chercher. Et les Chinois, quand ils boivent du thé, ils cherchent toujours
après de boire du thé, il y a quelque chose de sucré, pas douce, qui revient. On cherche tout le temps cet arrière-goût sucré. Est-ce qu'il y a un lien aussi avec Sucré, sucré? Il est jamais c'est un pas petit peu vraiment amer? sucré. Ouais, doux, sucré, agréable. C'est comme les. Comment on dit ça? Ganzhao. L'anis, non, il y a une L'anis. sorte de plante. Anis. Anis. C'est ça, anis, c'est ça, un peu sucré aussi. Réglisse. Réglisse, pardon, Réglisse. 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 Mais en tout cas, par exemple, il y a des fractones et des sucres comme ça dans les plantes. J'imagine que la thérapie par les plantes doit permettre d'ingérer un certain nombre de sucres un peu particuliers qui aident certaines choses. Mais ça, C'est on de n'en l'ordre sait de la rien. recherche, Ouais, quoi. c'est Bon, même la recherche prochaine appliquée. question. Dans une trentaine d'années, on aura peut-être des réponses, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Par contre, si vous voulez aider les chercheurs, on a créé une association qui s'appelle Society for Fractals. Et si vous voulez adhérer, avec plaisir, les anticorps c'est cher, les outils c'est cher, un labo c'est cher. Moins cher que les labos de génétique, beaucoup moins cher que les labos de génétique, on a besoin d'aide. Donc c'est une association loi 1901, donc là-dessus on ne fait aucun bénéfice et on essaye de trouver des jeunes pour porter le flambeau. Parce que Frédéric ayant 65 ans, un jour il va s'arrêter, il faut qu'il y ait des gens qui continuent et qui suivent et qui propagent et qui augmentent et qui... Le type des chercheurs dans la salle. Il t'en va pas mal. Oui, et Ouais. justement, j'ai une question. Au niveau de modélisation Ouais. mathématique, Ouais. est-ce que vous arrivez déjà à identifier les problèmes et les modéliser Bah, en fait, ça non, c'est plutôt biologique pour l'instant. pour l'instant, moi je suis une théoricienne. Je me suis posé des questions pendant 15 ans à peu près, sans réponse. Et un jour, j'ai lu un article de Frédéric, justement, qui habitait à Hawaï à l'époque et qui avait son labo à Hawaï. Et je me suis dit, là, il y a une réponse, il y a quelque chose qui m'intéresse. Donc, je suis allée 6 mois là-bas pour creuser un petit peu et ça fonctionne vraiment très bien au niveau recherche. Là, les réponses à mes questions et vice-versa. Tu es revenu avec les chercheurs? Et je suis revenue avec les chercheurs dans la Brest. Il s'est installé à Brest. Ouais. Ah ouais, ça Et marche comme plus quoi, comme ça. on a des très belles plages dans le Finistère. Hein? Plus belle que celle Plus d'Hawaï. belle. Ah ouais, plus Plus chaud, un peu plus chaud. froide. Un peu plus froide, mais très belle. Et on fait des simulations, enfin dès qu'on a un truc, dès qu'on a une hypothèse, on la tente, on essaye de voir si ça marche pas. Donc il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas. La dernière que j'ai faite, elle ne marche pas du tout, mais c'est pas grave. Au moins tu sais qu'elle marche pas. Voilà, au moins je sais qu'elle ne marche pas et je peux mettre d'autres hypothèses pour essayer d'avancer un petit peu dans le public. La société des fractones, en fait, c'est une société utilise savante un petit peu qu'on veut créer pour avoir une espèce de, je dirais, 1 à 2 fois par an, faire venir des chercheurs pour discuter vraiment de cette problématique-là, pour vraiment créer une émulation au niveau international. Parce que pour l'instant, les chercheurs qui travaillent là-dessus, quand je vous dis, il y en a entre 5 et 10 dans le monde. Quand ils se rencontrent dans les colloques, ça va, mais le colloque, il est sur autre chose, sur les cellules souches, sur la matrice extracellulaire, etc. Et donc chacun en connaît un ou deux. Mais pas tous. Donc là, on voudrait arriver à tous les mettre et faire une recherche vraiment pluridisciplinaire avec des biologistes, des chimistes, des biochimistes. On cherche des biochimistes qui soient spécialistes des sucres. Ça a été beaucoup étudié dans les années 80, mais comme ils n'avaient pas compris le mécanisme physiologique, ils cherchaient un code des sucres, et ils cherchent toujours un code des sucres, mais sans comprendre le mécanisme physiologique qui pourrait les aider. C'est un peu comme Enigma, je ne sais pas si vous avez vu le film, Super film. où ils cherchent, et au moment où ils trouvent quelque chose qui peut revenir en permanence, au même moment, ils arrivent à décrypter le code. Là, jusqu'à présent, les biochimistes cherchaient un code des sucres. Mais là, on commence à comprendre le côté physiologique, donc à un moment donné, on va peut-être pouvoir décoder le code des sucres. Mais là, il faut de l'argent, parce que surtout au niveau chimie, il faut arriver à sortir des fonds, donc ça va venir petit à petit. Ce qui est difficile, c'est le début. Et on espère que ça va marcher. Voilà. Sachant qu'un anticorps, pour marquer les fractones, c'est 200 € les 2 millilitres.
T'as besoin de combien de minutes? Non, mais déjà, on fait un certain nombre d'expériences avec ça, mais il faut bien avoir conscience que la recherche en biologie, c'est cher. C'est pas comme en mathématiques. Moi, j'ai besoin de rien, personnellement. Par contre, pour acheter du matériel, il y a besoin de choses. Et pour l'instant, l'université n'a pas compris le truc. Et je pense que vous avez mieux compris le truc que l'université. L'université, lorsqu'on on parle de ça à un biologiste, il va dire c'est quel gène. Et là, on dit c'est pas génétique. Hein. Donc on a encore un peu de mal à communiquer avec la plupart des biologistes. Je dis, il y en a 10 avec qui ont compris le truc. Et ce qui est intéressant, c'est que ceux qui ont compris, il y en a un qui vient de la neuro, comme Frédéric, et il y en a une qui vient tout ce qui est système immunitaire, c'est du système immunitaire, et on arrive à un truc, on se dit, on parle de la même chose. C'est exactement ça. On arrive à contrôler non seulement la forme des trucs, mais aussi le système immunitaire qui s'accroche à ce système-là. Et donc c'est une analogie, le système immunitaire fonctionnerait grosso modo de la même façon que le système neuro avec ses histoires de fractalité, c'est ça? Oui, ça influence. C'est surtout les fractones qui vont dire au système immunitaire, attaque ça. Et ils le font de la même façon dans le système neuro que dans le système immunitaire? Pourquoi neuro? Parce que tu m'as parlé de Frédéric qui était neuro. Il est neuro parce qu'il a trouvé ce système-là dans le cerveau. Ok. Voilà. Et vraiment par hasard, hein, il a trouvé ça, il a dit mais c'est quoi ce machin-là? Il a commencé à regarder. Oui. Est-ce que vous avez regardé les recherches en réseau de neurones? Alors les réseaux de neurones, c'est vraiment mettre en lien des choses qui sont apparemment indépendantes. Alors, réseau de neurones biologiques ou réseau de neurones informatiques? En mathématiques. Oui. Donc voilà, des systèmes qui sont apparemment pas en lien, qui ne se lisent pas de la même manière, qui ne s'approchent pas de la même manière, mais qu'on modélise, on arrive les chercheurs réussissent à créer un réseau à modéliser un réseau entre ces différentes sociétés. Les réseaux de neurones, c'est bio-inspiré. Ils sont inspirés de très très loin des réseaux de neurones biologiques, mais c'est très très simplifié. Oui. Donc effectivement, on voit émerger des choses intéressantes, hein. C'est pas inintéressant, mais je crois qu'il vaut mieux étudier quelque chose qui existe et ensuite peut-être s'amuser à le simuler, comme on fait actuellement. La différence entre un réseau de neurones et un réseau de fibroblastes, c'est que le réseau de neurones est très rapide. En fait, il est apparu quand les animaux ont voulu commencer à fuir les prédateurs. C'est-à-dire que quand on a eu besoin de muscles, on a créé les neurones. Avant, il n'y avait pas de neurones. Donc, on étudie quelque chose qui est lent. Un neurone, c'est quelques millisecondes pour faire passer l'information. Le tissu de fibroblaste, c'est 20 minutes. Ou le contraire, à vouloir bouffer autre chose. Oui, vouloir bouffer autre chose. Le premier réseau de neurones, c'est aux intestins. Originellement, tu penses? Oui, c'est possible. Mais en tout cas, c'est comme... Je suis pas sûre que le premier réseau de neurones soit là. Enfin, parce que par exemple, dans les éponges, je sais qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de neurones. Pourtant, elles ont une sorte d'intestin, parce qu'elles ont des trous, et il y a des espèces de petites cellules ciliées qui permettent à la bouffe de rentrer dans ces trous-là et de se nourrir. Donc là, il n'y a pas de neurones, ça c'est sûr. Par contre, il y a des fibroblastes. Et moi, je pose une question, essayer de t'approcher un peu cette mouche. Je ne comprends plus trop. En fait, qu'est-ce qu'il aime le tissu conjonctif? Est-ce qu'il aime pratique le Kung Fu, ou l'aime du Tai Chi, ou l'aime le Wing Chun, ou le Sti Chuan, Yi Chuan, tu vois? Qu'est-ce qu'il aime pour... Je pense que ça dépend de chaque personne. Alors d'un point de vue biologique, je pense que ça dépend de chaque personne. Ensuite, d'un point de vue purement mécanique, plus tu le stimules,
Alors, je me rendais compte en le disant tout à l'heure qu'il y a une limite. Si tu le stimules un peu trop, il peut lâcher un peu quand même, quoi. Voilà. Et quand il lâche et qu'il se reconstruit, il se reconstruit d'une façon qui est moins performante que ce qu'il... C'est pour ça une blessure, quand vous faites une entorse, votre ligament il va rester potentiellement un petit peu lax et potentiellement vous êtes prêt à faire une autre entorse. Et plus vous ferez d'entorse à cet endroit-là, moins ça vous fera mal, moins ce sera gênant parce que d'un point de vue fonctionnel, vous allez construire les muscles qui sont autour pour pallier à ce manque de reconstruction cellulaire en fait. Mais par contre, ce sera un petit peu plus laxe, quoi. Voilà. J'ai un ami, moi, qui est extrêmement laxe, qui marche sur ses malléoles, donc quand il pose son pied au sol, son pied, il appuie avec ça, en fait, hein, et il fait clong, et puis ça lui fait plus rien, et il marche. Alors, quelqu'un qui se fait ça sans jamais en avoir fait, hein, il a une entorse pendant 3 semaines, 6 mois, ça gonfle. Lui, son tissu conjonctif à lui, il est tellement souple, tellement laxe, tellement... qu'il n'est pas gêné par ça. Ensuite, de quoi est-ce qu'il a besoin? C'est une pensée, hein. Maintenant j'ai pas de preuves scientifiques, mais comme on est vivant et qu'on s'adapte en permanence à ce qui nous arrive en maintenant, parce qu'il y a ce besoin d'adaptation, mais cette nécessité de maintenir la vie, donc l'homéostasie, je pense que plus on lui fournit d'informations, dans des mesures correctes, quoi, voilà, plus il va pouvoir travailler pour s'adapter à ce qu'on lui propose. Si je fais trop fort, trop vite, d'un seul coup, ça casse. Si je lui propose l'information plusieurs fois, d'une façon un peu répétitive, et d'où l'intérêt de la répétition, à mon avis, il y a aussi ça dans le wushu d'une manière générale, cette notion de répétition. Pas trop, on est d'accord, mais c'est toujours trop ou trop peu, hein, c'est toujours, si je reste assis toute la journée et que je fais une marche de 20 minutes, est-ce que je suis un marcheur? J'ai marché, effectivement, mais je suis quand même plutôt assis, quoi, hein, voilà. Mon tissu conjonctif, pendant que je suis assis, il s'adapte au fait que je suis assis et il va travailler le fait que je suis assis, il va s'adapter à ce que je lui propose. Donc plus on fait quelque chose, plus on lui propose gentiment dans ses possibilités, plus il va pouvoir mettre en place les sollicitations qui lui permettent de répondre à la demande. Donc ça veut dire que c'est mieux de faire 2-3 styles de choses différentes. Par exemple, voilà, quand tu fais le tai chi style yang, tu es comme ça. Et après style Wu, tu es comme ça. Et style Chen, je sais pas, tu as ensuite, posture. Est-ce que plus tu fais plusieurs styles, ça te permet la forme des tissus conjonctifs qui change. Tu fais un peu Wing Chun, t'es comme ça, Yi Chuan, t'es comme ça. Ensuite, là on va rentrer dans des choses qui sont plus de l'ordre de la biologie ou de la mécanique, mais qui sont l'ordre de l'envie. À mon sens, si tu aimes quelque chose, tu le ressens d'une façon différente, tu le fais d'une façon différente et ça t'informe d'une façon différente. Donc si je me force tous les jours à taper sur un homme de bois ou à faire le grand écart ou à faire parce qu'on m'a dit que c'était bon pour mon tissu conjonctif, je vais peut-être pas aimer ça. Si j'aime taper sur un homme de bois, peut-être que ça va m'informer, peut-être que je vais y trouver quelque chose de différent. Je ne sais pas si c'est étudié d'une façon biologique, scientifique, ce genre de choses, mais en ostéo, il y a en plus des 3 grandes règles de l'ostéo qui sont 1, la globalité, nous sommes un tout de la tête aux pieds, des pieds à la tête. 2, ce rapport entre la structure et la fonction, entre le fait que quand je fais quelque chose, je le fais grâce à mon corps et que mon corps se transforme parce que je fais cette chose. Et alors en ostéo, il y a une petite guéguerre parce que c'est humain, hein, on fait la guerre toujours, hein, mais c'est une opposition toujours. On dit il y a un duel entre la structure et la fonction alors que c'est un duo. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de structure, il n'y aurait pas de fonction. Et en même temps, une structure qui ne fonctionne pas, si vous ne fonctionnez pas, guerre, vous passez à autre chose. Et non seulement ça, mais en plus la forme fait la fonction. C'est-à-dire que... Non seulement la forme fait la fonction, alors là on rentre dans des phrases qui ont débuté la guerre. C'est-à-dire que la forme fait la fonction, donc il y a des gens qui vont vous dire donc il faut restaurer la forme et faire cric-crac-croc pour remettre les gens dans l'axe, et d'autres qui vous disent oui mais la fonction modifie la forme, donc il faut faire fonctionner pour... Je ne parlais pas de cette forme-là. Voilà, donc là on repart sur des échelles différentes de forme ou de... Voilà. Donc pour revenir à ta question, moi je pense que l'engagement que tu as et le fait que tu aimes ce que tu fais, va modifier la façon dont tu le fais. Si tu le fais parce que tu es contraint, tu es forcé et parce que c'est une pénibilité, déjà tu vas ressentir quelque chose qui ne va pas t'amener à vouloir continuer, à être motivé pour le faire. C'est ce qu'on disait avec quelqu'un qui n'est pas là. Elle disait j'ai du mal à me mettre à pratiquer, j'ai du mal à me mettre à pratiquer. L'année dernière j'ai été très malade et je me suis rendu compte que quand j'ai pratiqué j'ai été mieux.
Je pense qu'il faut parfois passer par un endroit où on est très malade pour se dire quand je pratique, je suis mieux, donc ça me motive à pratiquer. Voilà. Ça me motive à pratiquer. Je me rends compte, on fait une expérience de base standard, je fais un Qigong tous les matins, d'1 quart d'heure, pendant 2 mois. L'expérience de base, c'est, je prends ça comme une brosse à dents. Je suis un maniaque avec ma brosse à dents, mais on a appris... Avec quoi? Avec ton fils Avec aussi. mon fils aussi, c'est vrai. On a appris quand on était gamin, dès qu'on a eu des dents, à se brosser les dents, parce qu'on nous a dit quand on était gamin qu'il fallait les entretenir, et si on les entretenait pas, on avait des problèmes derrière, etc. On apprend à un enfant à s'étirer, il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin puisqu'il est laxe. Donc on apprend à un ado à s'étirer, parce qu'à 11 ans, il touche le sol facile, et puis à 14, on dit il descend un peu moins. On apprend à quelqu'un comme ça une hygiène, mais malheureusement ça se réduit à ça, mais il ne faut pas que ce soit réduit à soi parce que c'est beaucoup plus riche. Mais on lui apprend ça à un certain âge et il le fait tous les jours. Et au bout de 2 mois, on lui dit, voilà, quand tu as fait ton Qigong tous les matins d'une façon, parce qu'on te l'a ordonné, comment était ta vie derrière? Est-ce que tu trouves un bénéfice dans ta vie de tous les jours à faire ce Qigong ou pas? S'il ne trouve pas de bénéfice, il faut faire autre chose. Il faut faire du Wing Chun, il faut faire du volet, il faut faire mais du volet, mais il faut faire quelque chose qui, à mon avis, te nourrisse. C'est pour ça que si tu regardes pour revenir aux arts martiaux, si tu regardes la biologie de la plupart des grands maîtres, quand on les considère les grands maîtres, souvent ils ont démarré la pratique parce qu'il y avait des problèmes de santé quand ils étaient petits. Puis à l'époque, la culture physique passait par la martiale. On les envoyait chez le maître du temps qui les formait. Ouais. L'idée c'était pas de les détruire, de former les arts martiaux, c'était juste de faire en sorte Qu'ils soient en bonne santé. Et puis cette hygiène de vie a fait qu'après ils sont... À titre personnel, je suis arrivé aux arts martiaux, au judo d'une façon sportive, parce que j'étais jeune, il fallait me faire sortir, il fallait faire quelque chose parce qu'il fallait que je bouge. Et je suis arrivé au wushu parce qu'en Occident, on n'a rien. On n'a rien en Occident qui nous fait travailler sur nous-mêmes pour entretenir notre santé. Alors, je dis on n'a rien. Quand on regarde Pilates, Feldenkrais, stretching postural, tout ce truc-là, ça a été énormément pompé sur le yoga, sur le Qigong, sur le Tai Chi. Le Qigong, historiquement, a peut-être été un peu pompé sur le yoga. Je ne vais pas dire de bêtises, je ne vais pas me faire taper. Mais il y a autre chose derrière. Et en Occident, on a des box. En Occident, on a de l'escrime. En Occident, on lance des trucs, on monte sur des chevaux, on fait du vélo, on fait des trucs comme ça. Mais travailler sur soi, travailler pour soi, travailler à entretenir sa santé, en Occident, voilà. En Occident, il n'y a rien. Même pour le tissu conjonctif, du coup, est-ce qu'il faudrait faire plusieurs activités différentes pour que ce soit plus efficace ou une plus spécialisée? C'est une super bonne question et c'est un truc que je retrouvais en première année en wushu. Je lui demandais mais pourquoi on fait toujours en partant vers la gauche quoi? Et elle m'a dit pour survivre. J'ai pas d'autre réponse depuis. Est-ce que tu as... Alors la réponse, Didier Bédard nous l'a donnée l'autre jour. Et il a dit si on attaque, la grande majorité des gens sont droitiers, donc on va vers la droite. Donc on va apprendre à parer à gauche parce que la plupart des attaques viendront de là. Donc est-ce que je dois me spécialiser? Est-ce que je dois être à fond dans quelque chose pour être un pro dans ce truc-là au risque d'être moins bon dans les autres? Ou est-ce que je dois diversifier c'est une question d'objectif. C'est-à-dire que si mon objectif c'est de sauter haut, je travaille le saut. Si je travaille le saut, je travaille le saut, je travaille... Si mon objectif c'est de descendre bas, ce qui n'est pas incompatible, si mon objectif c'est de descendre bas, je travaille le fait de descendre. Et ensuite, est-ce que c'est bon pour ma santé? Est-ce que c'est bon pour... Je suis pas sûr. Ça dépend de ma santé, ça dépend des gens, et puis ça dépend de ce qu'on en fait. Quoi. Voilà. Parce qu'il y a certaines pratiques qu'on voit à un moment ou à un autre, ce qu'on disait, les coups de pied retournés, à un moment ou à un autre, on arrête quoi. Parce que... ouais. Une fois que le mal est fait, entre guillemets, qu'il y a une entorse ou un truc comme ça. Tu parlais d'homéostasie, on entend souvent, tous les médecins classiques disent ah bah non, repos. Ouais. Oui, mais on parle de bouger au quotidien, du coup, à quel point faire en repos, à quel point continuer à adapter, comment est-ce que toi tu entends postuler? Alors c'est tout à fait, pour moi, et encore une fois, c'est moi, c'est la douleur. C'est-à-dire qu'il faut voir comment... alors je fais aussi attention parce que les gens qui sont de grands sportifs, et moi je vis avec une danseuse qui a l'habitude d'avoir mal quand elle danse, la douleur, ça doit être ton garde-fou. C'est-à-dire que si tu vois que quand tu pratiques, tu as mal, et que derrière, il y a une réaction physiologique qui fait que ça gonfle, c'est que c'est un peu trop fort. C'est que la sollicitation que tu lui apportes,
va pas lui permettre de reconstruire, mais va pas lui permettre de récupérer, quoi. Voilà. Avant, pour quelqu'un qui avait mal au dos, on disait hop, 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 allongez-vous, bougez plus. Et maintenant, on dit non. Maintenant, levez-vous, marchez, remettez de la mobilité, retrouvez du jeu dans le mouvement. Parce que si vous figez, en fait, bah, ça reste comme ça. Ça dépend de la pathologie, ça dépend de le truc, mais tu es vivante. Donc, comme tu es vivante, tu vas construire des compensations. Si mon ligament n'est pas assez fort, bah, ma cuisse, pour faire l'action que je lui demande, elle va renforcer le muscle pour retrouver une possibilité. Dans une certaine mesure. Maintenant, si je lui demande une activité extrême, bah, il faut que j'ai un muscle qui soit prêt à le faire. Donc pour aller vers une activité importante après une blessure, bah, il y a un temps en fait. C'est pour ça qu'on prend du temps. C'est pas mais si je me sens bien, je peux le faire, bah, oui, mais il faut que ton muscle il réapprenne à protéger cette articulation parce que la contention passive qui est faite par le tissu conjonctif, donc le ligament quoi, passif, bah, il faut que ce soit fait par le tendon, qui est tenu par le muscle. La différence entre un ligament et un tendon, hein, en 2 secondes, hein, un ligament il est tendu entre 2 os, et donc l'aspect contractile il est faible. Un tendon il est tendu entre un muscle et un os. Voilà. Et la relation entre le muscle et l'os, c'est fait par la même qualité de tissu, c'est du tissu conjonctif, c'est exactement la même chose, sauf qu'on l'appelle différemment parce qu'on met des noms différents. Et des viscères qui sont attachés sur des os, on appelle ça des... Ah, là j'ai un trou. Non, c'est pas des aponévroses, on appelle ça des... une viscère qui... je le retrouverai dans 5 minutes. Je le retrouverai. Je peux poser une question? Feu. Parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Donc il y a un souci, il y a quelque chose qui est très particulier dans la pratique de Wushu, c'est la tonicité des choses. Hors de tous ces tableaux de matière, après tous les liens tissus conjonctifs, il y a quand même cette histoire de tonicité qui me quand même posait des questions par rapport aux positions statiques et les mouvements qui continuent, qui enchaînent. Et on a la chance d'avoir Juliette Rocher, championne de France, qui est là. Je veux bien te demander, est-ce que tu veux nous faire un mouvement, une posture voilà, terminée, et ensuite enchaîner quelque chose. Donc j'aimerais savoir parmi vous, est-ce que cette liaison, tu vois, cette capacité d'avoir cette tonicité du corps est soudain transformée à quelque chose de fluide, qu'est-ce qui joue dedans, quel que soit le sucre et les tissus conjonctifs? Voilà. On avait dit que ce n'était pas un spectacle de foule et qu'on prendrait personne dans le public. Mais bon. Voilà, tu trouves une posture, tu vois, une posture fixe. Après, tu entre une posture, tu vois, tous les muscles qui contractent, tu vois, tout l'ensemble de son système qui termine une posture, et paf, soudain, il doit partir. Donc, qu'est-ce qui est joué, cette jeu de mouvement, qu'est-ce qui est joué dans le tissu conjonctif, dans le système du tissu conjonctif, entre cette statique et mobilité. Je ne sais pas, par rapport à cette tonicité et la spatialité, tu vois, parce qu'elle est partie du haut, descend vers le bas et circuler. Donc, qu'est-ce qui a joué dedans? Personnellement, je pense que pour faire un enchaînement comme ça, il faut que le tissu conjonctif ici soit super réactif et que tout ça fonctionne bien et donc que ça respire bien et donc que ce soit bien en équilibre. Donc, tant qu'il n'y a pas de blessure, tout va bien. C'est ça. En fait, le tissu conjonctif, là en l'occurrence, il ne faut pas lui dire ça parce que justement. Le tissu conjonctif, en fait, en termes de tonicité, on a des muscles qui sont différents, qui maintiennent un tonus postural et des muscles qui vont au contraire lutter contre. Les fameux muscles rouges dont tu parlais ce matin, qui vont être des muscles qui ne sont pas sur le tonus postural. Donc le tonus il est plus musculaire que conjonctif. En fait. Le conjonctif, évidemment, quand il est de mauvaise qualité, il ne peut pas retransmettre l'effort et la force du muscle. En fait. Donc, plus il est raide, plus il est sec, plus il est de mauvaise qualité,
plus le développement musculaire va être difficile. Et dans l'étirement, on parle d'étirement actif et passif, c'est-à-dire qu'un étirement où je vais simplement faire ça en laissant ma jambe au repos, ou un étirement où je vais mettre l'intention sur mon tendon, sur mon talon pour l'amener vers le sol, l'étirement où je mets l'intention sur mon talon pour l'amener vers le sol, je contracte mon muscle en fait. Et donc je vais vraiment étirer beaucoup plus le tendon. Alors que l'étirement où je laisse mes ischio-jambiers tranquilles et je descends complètement, j'étire non seulement le muscle, mais l'ensemble du tissu conjonctif qui est dans le muscle. En fait. Donc c'est pas, encore une fois, c'est pas la même chose. Si tu veux vraiment solliciter le tendon en lui-même, contraction musculaire, et tu descends avec une contraction musculaire, et du coup le tendon, à force d'être sollicité, va devenir un peu plus résistant sur ce que tu lui demandes. Voilà. Bon, il y a autre chose qui me faisait réfléchir hier et avant-hier avec on appelle ça le Shisao. Au début, on fait des objets, on dit gauche, droite, machin, un truc, et on a vachement de mal à faire. Et puis à un moment donné, au bout de 20 minutes à peu près, je trouve que c'est un temps qui est pas mal. Finalement, le corps reprend le dessus et on réfléchit moins. Et sans doute, on est arrivé à amener par le mouvement de l'information dans le tissu conjonctif. Le tissu conjonctif a pris le dessus et fait ça. Donc il y a de l'information qui arrive là-dedans. Alors c'est pas de la science, ça, c'est mes réflexions personnelles. Mais il y a sûrement un lien entre la lenteur du tissu conjonctif, où c'est pas un réflexe, mais c'est quelque chose qu'on veut faire d'une certaine manière. Et ça vient du cerveau, parce que je vous ai dit que le tissu conjonctif, il rentre à l'intérieur du cerveau. Et ça met ce temps-là pour construire le mouvement, et n'importe quel mouvement. Mais ce qui m'a amusé, c'est que là, c'est un mouvement assez précis, et qu'au bout de 20 minutes, je finissais par y arriver à peu près. Pas très bien, je sais, mais aussi bien que je pouvais faire, et mieux que 20 minutes avant. Et donc, ouais. Là, c'est spéculatif aussi, du coup, avec ce que tu dis, mais ça voudrait dire que travailler un geste moins de 20 minutes, c'est pas si intéressant que ça. Un geste complexe, peut-être. Oui, en fait, quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire, si tu l'attaques pas au minimum 20 minutes, si tu ne répètes pas 20 minutes, pour commencer à lui rentrer dans Mais à mon avis, 20 minutes d'une façon répétitive. Oui, c'est-à-dire qu'on retrouve ça quasiment dans toutes les pratiques physiques. Quelqu'un qui fait d'un instrument de musique, on lui demande de faire ses gammes tous les jours. On lui demande de lui dire, bon, d'accord, va pas peut-être travailler, mais fais tes fondamentaux. Et on retombe sur l'histoire des grands maîtres qui nous disent, oui, d'accord, les taolus, machin, les fondamentaux. Revenez sur faites les fondamentaux, et en nourrissant vos fondamentaux, vous nourrissez ce que vous faites derrière. C'est pas, bon, j'apprends à faire juste un truc, et je fais que ça, et ça donne rien derrière. En faisant ça, je nourris le reste. Et je pense qu'on s'en rend compte que plus tard. On s'en rend compte que beaucoup plus tard. C'est super intéressant parce que moi, par exemple, je prépare un cours, j'ai 2 heures de cours. Oui. Je vais faire des sections de 20 minutes en fait, de 25-30 minutes, pour que mes élèves aient travaillé un certain nombre. Donc en fait, ça me découvre complètement la structure de cours en créneau de 20 minutes que je peux utiliser. D'autant plus que leur attention, en fait, d'un point de vue mental, va pas être disponible. Oui, c'est ça. C'est vraiment réussir à faire un lien biologique et au final la structure du cours. Mais en fait, c'est aussi un peu ce qui me... Moi, je suis dans cette ambivalence et dans cette tension-là, parce que d'une façon empirique, d'une façon vécue, le wushu m'apporte ça. Et ensuite, qu'on le démontre et qu'on aille chercher dans le biologique, j'ai pas la main dessus pour l'instant. Maintenant, enfin pour l'instant. Voilà. Mais l'empirique, je peux choisir. C'est mon choix. Je sais que si je fais ça, parce que je choisis de le faire, je vais être en bonne santé, enfin je vais être en meilleure santé derrière. Je peux entretenir ma santé plutôt que de lutter contre la pathologie. Et c'est des choses c'est mon choix. Pour moi, c'est important ça. Je pense que ce qui est fasciathérapie, communication avec le corps, les techniques que vous avez. C'est ce que je te disais tout à l'heure. En fait, il y a un milliard récepteurs. Fasciathérapie. En fait, tous les gens qui travaillent avec le corps travaillent avec les fascias, puisque les fascias sont partout en fait. Et ensuite,
ensuite tu as des gens qui sont vachement bons en com et qui vont mettre des noms et qui vont mettre des trucs et qui vont mettre des... Mais tous les gens qui travaillent avec... c'est pas cette communication-là que je pensais. Non, voilà. Il y a des gens qui sont de bons vendeurs, on va dire, et qui vont mettre autre chose dans leur communication pour ça. Tous les gens qui travaillent avec le corps travaillent nécessairement avec les tissus conjonctifs. Et ensuite, les réactions du tissu conjonctif avec le système autonome, avec des choses qui sont différentes. La façon dont on l'informe, en fait, va produire une réaction chez, par exemple, en sortant de certaines séances d'OCO, il y a des gens qui marchent un peu à côté de leur pompe qui sont là. Mais en fait, on a stimulé le système autonome d'une certaine façon, donc en parasympathique. Je pense que le système autonome, grosso modo, pour faire simple, il y a du sympathique qui permet d'être tonique, vif, et quand il y a un bus qui arrive, ben, je m'enlève, parce que c'est pas mon bus. Voilà. Et le système parasympathique qui dit, bon, là maintenant je suis au repos, je peux relâcher, je peux me détendre et je peux récupérer. Si j'ai fait un bon effort, je peux bien me relâcher. Si je me suis bien relâché et que je me suis bien reposé, je peux faire un bon effort. Et c'est pour ça que chez les sportifs de haut niveau, le repos fait partie de l'effort. Si vous avez un repos de merde, vous ne pouvez pas faire un bon effort. C'est vraiment ce qui est important. Et je repense à autre chose parce que j'ai travaillé, enfin, et puis ma femme travaille avec des nageurs de haut niveau, sur est-ce que je dois faire que mon geste ou est-ce que je dois faire... Ben, en l'occurrence, quand on se diversifie un tout petit peu, il y a des choses intéressantes dans la diversification. Si on fait que ce qu'on... Ben d'accord, c'est l'objectif, mais du coup, pour tout le reste, on est un peu moins bon. Et si on se diversifie un petit peu... Alors moi, je suis partant, je suis un adepte de montagne et j'aime le moyen, en fait. Moyen partout. Partout. C'est-à-dire que je connais rien à fond, mais je peux me débrouiller un peu sur tout, en fait. Mais c'est une philosophie de vie, hein, c'est un choix. En fait. C'est pas bien ou pas bien, c'est juste comme ça. Bon, bah c'est ton cliché conjonctif, quoi. Ouais. C'est ton système. Ce qui est important de préciser par contre, c'est que la répétition, c'est pas mécaniste. C'est pas la même, c'est pas le même mouvement. C'est pas que mécanique. C'est pas que mécanique, parce que moi je suis enseignant aussi. Si j'ai un élève qui comprend pas, je vais pas lui répéter la même chose. Et ce qui est intéressant dans les arts martiaux, justement, dans certaines techniques d'arts martiaux, c'est qu'en fait, tu peux avoir un travail sur le fait que tu sens ton mouvement, celui que tu es en train de faire, puis à un moment donné, tu le représentes et tu essaies de trouver des variantes toi-même. Et moi, c'est un petit peu ce que j'en ai un peu retiré quand je faisais des arts martiaux à Paris. C'est qu'en fait, ils nous faisaient faire un travail où justement notre propre mouvement, c'était nous qui le faisions évoluer avec des variantes et dans chaque mouvement, ils nous montraient des variantes. Parce que chaque corps est différent. Je mettrais juste un tout petit bémol, c'est que moi, en Occident, en fait, on a beaucoup de cerveau. On a beaucoup besoin de comprendre pour faire des choses. Et en ayant travaillé avec des gens qui m'ont dit « Tu comprends le geste ? Oui, mais pourquoi je fais... » Non, tu comprends le geste ? Oui, mais pourquoi ? Non, pas de pourquoi. Tu comprends le geste ? Oui, je comprends le geste. Fais-le 10 000 fois et après on en discute. Si tu l'as fait 10 000 fois, tu comprendras des choses, il n'y aura plus de pourquoi après. C'est ce qu'on a fait hier dans l'atelier sur la libération du geste. Pour éviter que le mental prenne le dessus, on avait la concentration sur le dentier, mais à un moment donné, ça se fait pas. Des fois, tu lâches entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, voilà. Le petit vélo, il pédale tout le temps. Voilà. Donc, il faut lui donner une route. Vas-y, va t'amuser sur la route. Je vais faire autre chose. Je vais parler de la météo. Hein ? Fais la météo. Dernière question. Ouais, mais j'en avais deux là. Allez, première c'était à quoi ça rapporte la mémoire du corps? Est-ce que c'est plutôt neuronal, plutôt cognitif justement? Et puis deuxième question, comme on a pas mal des sportifs de haut niveau, on a eu des ateliers sur le massage, comment le massage travaille sur... Vous vous faites masser? Vous vous faites masser, vous ou pas du tout? Bah, j'ai fait 2 cours cette semaine. Cette semaine? Là, on n'a pas quelqu'un de spécial. Et vous n'avez pas quelqu'un... On a les puis nous, on essaie à la fin. Mais grosso modo, on n'a personne. Oui, non. D'accord. Okay. Donc non. Ok. Là, sur la mémoire, en fait, moi, ça revient à ce qu'on disait sur la répétition. Enfin, je ne sais pas ce que tu pourras dire, Alexandra, mais je pense qu'il y a les deux, en fait. Je pense qu'il y a une mémoire purement intellectuelle et puis il y a une mémoire du geste. Et on le voit bien parce que quand on cherche, par exemple, à refaire le bagouazan où on se plante à chaque fois, c'est le geste qui fait dire « Ah tiens, je le ressens, j'ai déjà fait ça, ça me dit quelque chose, j'ai déjà fait ça. Mais est-ce que mon pied était ouvert, fermé, machin ?»
En foot, c'est pareil, le mec qui veut mettre le ballon très très loin, il va pas se dire alors mon pied ouvert à 35 degrés parce que il l'a fait tellement de fois que ça c'est le corps qui sait à mon avis. Alors est-ce que c'est une mémoire intellectuelle? Est-ce que c'est une mémoire neuro? Est-ce que c'est une mémoire du corps? C'est un peu tout ça, je pense. Il faudrait presque voir si sur la répétition, la transmission s'accélère. Alors, ce qui est sûr, par exemple, pour les gens qui sont malades et les gens qui ont, par exemple, ce qu'on appelle la plaque neuro, c'est-à-dire que le passage du nerf au muscle, en fait, quand on répète le geste, eh ben, biologiquement, la plaque, elle grandit et il y en a d'autres qui se forment pour donner plus d'informations. On voit ça chez les gens qui ont un membre immobilisé. Eh ben, on leur demande d'abord de travailler l'autre. Pour le membre actif, en fait, va stimuler le membre qui est mobilisé. Et on leur demande de faire de l'image mentale. Et en faisant de l'image mentale, il n'y a pas la contraction musculaire. Mais biologiquement, ça se développe. Biologiquement, il y a la plaque neuromotrice qui... On observe un développement sur l'image moteur pas sur le moteur, mais sur le développement de la plaque. Quand je dis, ça va jusqu'au développement. Ça va pas jusqu'au développement du muscle. Mais le développement de la... Ouais. L'influx arrive. Et c'est là qu'on change de paradigme, c'est qu'on passe d'un truc purement darwinien, le hasard, etc., à quelque chose plutôt lamarckien qui grandit et qui change, que l'environnement change la forme. Oui, je disais qu'en biologie, on est en train de changer de paradigme. Enfin, ce système-là fait réfléchir à un nouveau paradigme qui n'est pas complètement darwinien, mais qui est lamarckien. Lamarck était antérieur à Darwin et qui disait à quel point l'environnement est important et influe sur le corps et sur l'évolution du corps et l'évolution des espèces. Donc on n'est pas simplement le hasard qui va faire que l'espèce va se modifier et évoluer en fonction de la loi du plus fort, on veut dire, entre guillemets, mais plus une adaptation à l'environnement, et c'est ceux qui s'adapteront mieux à l'environnement qui vont faire que l'évolution va se faire. Alors, est-ce que celui qui s'adapte, c'est celui qui est spécialisé, ou bien est-ce que c'est celui qui voit un peu tout? Voilà, c'est ça, vous avez compris pourquoi on organise ces semaines. Merci Alexandra. Merci à vous.